Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marion et ma mission est de vous guider au mieux en vous donnant des conseils sur mes expériences, mon savoir et de vous proposer des solutions sur une thématique de développement personnel ou de voyage afin d'évoluer en tant que personne et dans votre vie. Une semaine sur deux, le mardi à 18h, je vous propose un nouvel épisode sur mes phases d'introspection, de ma perception du monde et de ce qui peut vous inspirer dans le but d'éveiller les consciences. Dans une société où les émotions et sentiments sont beaucoup plus prononcés qu'avant, où les choses nous touchent au plus profond de nous-mêmes et où de nombreuses influences extérieures nous impactent, nous finissons par être envahis émotionnellement et nous nous posons de plus en plus de questions psychologiques mais aussi universelles sur le monde qui nous entoure. Je vais donc vous parler aujourd'hui de stoïcisme, car on en entend parler de plus en plus. Et j'aimerais partager avec vous cette façon de penser, car je ne comprenais pas celle-ci avant de me mettre avec quelqu'un de très stoïque. C'est quelqu'un qui n'était jamais dans les débats, ou a toujours été très neutre, même s'il parlait beaucoup. Du coup, ça m'a emmené à me pencher sur le sujet, car je le voyais toujours neutre, sans émotion, sans sentiment, même si c'était qu'une façade. Mais il y avait quand même un processus et une façon stoïcienne de percevoir et appréhender les choses. Et donc aujourd'hui, et ça depuis quelques années maintenant, je commence à le pratiquer. Le stoïcisme est une philosophie qui prône l'acceptation sereine du destin et la maîtrise de soi, en s'efforçant de vivre en accord avec la nature et en se détachant des émotions perturbatrices. Donc, c'est quelqu'un qui prend du recul un peu sur tout, qui ne réagit pas à chaud et en gros qui laisse couler. Donc, se dit d'un comportement qui dénote une fermeté inébranlable, une grande impassibilité devant la douleur, le malheur, etc. Donc, par exemple, une acceptation stoïque de la maladie. J'ai un cancer, mais je suis en vie, c'est le plus important, c'est pas grave, je vais y faire face, point. Voilà. Aussi, il y a beaucoup de parents qui disent aux enfants il faut pas pleurer, ou au contraire, mais vas-y, défoule-toi, pleure. En réalité, pour la pensée stoïque, ça va être plus tu pleures, ok, ça t'a rendu très triste, par exemple, une séparation. Tu vas pleurer 2 jours et après, tu vas passer à autre chose. Une émotion, par exemple, dure seulement 2 secondes. Le reste, c'est purement humain. C'est soit l'ego, qu'on n'a pas réussi à mettre de côté, dans un sentiment, une émotion constante. Alors qu'en réalité, l'émotion est passée depuis au moins 10 minutes. Qui dit stoïcisme dit aussi en partie le taoïsme, qui lui se montre davantage préoccupé de l'individu, de sa conscience et de sa vie spirituelle, voire spéculative, dans sa recherche d'une harmonie avec la nature et l'univers. Donc en relisant tout ça, je rejoins plutôt le taoïsme, que je connaissais beaucoup moins pour le coup, et qui serait plus intéressant pour moi. Ça serait intéressant aussi d'essayer de faire un tableau sur nous-mêmes et notre personnalité, d'écrire dans une colonne ce qui s'apparente chez nous au taoïsme, et de l'autre au stoïcisme, pour voir où on se situe, et pourquoi pas essayer d'avoir un équilibre entre les deux. Le but étant, du coup, d'être en harmonie avec le monde et soi-même. Donc pour résumer, le stoïcisme consiste en grande partie à être conscient de vos émotions dans le présent et à utiliser la raison pour les gérer. Combiné à un sens élevé de la vertu, donc c'est-à-dire des bons côtés d'une personne et ce qu'elle donne aux autres. Le taoïsme, pour le coup, ne suggère pas forcément à ses pratiquants de gérer leurs émotions, mais plutôt d'en être conscient, donc d'en produire et que leur réaction soit une réponse improvisée à la situation tout en restant neutre. Le taoïsme est associé à de nombreuses et riches traditions méditatives et martiales qui aident les pratiquants à atteindre cet état de liberté, donc qui est adopté par le taoïsme. La Kundalini, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand c'est vos 7 chakras qui sont alignés et équilibrés, le Tai Chi. Alors pour le coup, le Qigong, j'ai réussi à le pratiquer il y a quelques années, quelques fois. Et c'était hyper enrichissant. Alors très bizarre pour le coup au début, parce qu'on dirait plutôt une
une danse contemporaine mélangée à un art martial et méditatif. C'est assez particulier, mais je le conseille à tout le monde. Dans mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais j'ai pas trouvé de rapport aux médecines traditionnelles. Par exemple, le shiatsu, le reiki, etc. Et pour moi, en plus qui moi en ce moment suis une formation avec mon pendule dans la radiesthésie, je trouve que c'est en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Mais ça en fait je le capte que maintenant. Mais en fait tout est en lien. Il y a aussi des pratiques sexuelles et il existe toute une tradition artistique millénaire inspirée du taoïsme. D'ailleurs, ça m'a fait penser aussi au breathwork, et c'est vrai que le breathwork est de plus en plus démocratisé et serait en lien avec le taoïsme aussi, enfin, comme beaucoup de pratiques au final. J'aime le stoïcisme, mais sa richesse n'est rien en comparaison du taoïsme. Je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient avoir des formations ou des modes de vie plus stoïques en fonction de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont et ce qui leur manque pour être heureux, et inversement pour le taoïsme. Et au final, je pense, alors sans vouloir mettre tout le monde dans le même panier ou sans trop catégoriser les gens, pour le coup, je pense que le taoïsme serait plus pour les personnes introverties et le stoïcisme pour les personnes plus extraverties. Le stoïcisme prône la valeur de la raison. Le stoïcisme prône la valeur de la raison, affirme que les émotions destructrices sont le résultat d'erreurs dans notre façon de voir le monde et propose un guide pratique pour rester résolu et fort. Du coup, on va donc parler de Sénèque, qui est le représentant le plus célèbre de la philosophie stoïcienne antique. Je pense que j'aurais dû en parler avant, mais ça arrive maintenant, c'est pas grave. Qui enseigne à vaincre les craintes et les passions pour obtenir la paix de l'âme. Être stoïque, c'est garder la maîtrise de soi à travers la raison, même lorsqu'on est soumis à la pire épreuve du sensible, c'est-à-dire à la souffrance. Donc par exemple une mort, la maladie, la trahison, enfin des émotions négatives aussi, la perte d'un emploi, etc. Être stoïque, ce n'est donc pas, comme on prône sur les réseaux sociaux, une affaire de force, de caractère ou de muscles. C'est beaucoup plus complexe que ça et aussi à mettre en pratique. En bref, il faut surtout prendre conscience de ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas pour y voir plus clair et réagir de manière stoïque. Ce qui dépend de nous, ce sont essentiellement nos propres pensées, actions et attitudes. Donc par exemple nos jugements et nos opinions, nous avons le pouvoir de décider comment nous interprétons les événements et les actions des autres. Par exemple, si quelqu'un nous critique, on peut choisir de le voir comme une opportunité d'évoluer plutôt que comme une attaque personnelle. Et d'ailleurs, c'est pareil dans les disputes de couple. Nos désirs et aversions. Nous contrôlons ce que nous désirons et ce que nous évitons. En alignant nos désirs avec nos valeurs, nous pouvons vivre de manière plus authentique et sereine. Nos actions, nous avons toujours le choix et le contrôle sur la manière dont nous réagissons aux circonstances. Même dans les situations les plus difficiles, on peut choisir de rester calme, réfléchi et vertueux. On n'oublie pas la vertu, toujours. Même si tous les jours, c'est compliqué et que même moi, par exemple, typiquement en ce moment avec les chevaux, quand il y en a un qui veut te taper derrière ou qu'il y en a un qui renverse la poubelle remplie de crottin alors que tu viens de mettre 1 heure à tout ramasser, oui, faire preuve de stoïcisme, ça peut être compliqué. Il y a une multitude de choses qui échappent à notre contrôle. Ça s'apprend, c'est difficile, mais c'est possible. Cela comprend les actions des autres. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font. C'est leur problème. Vous n'êtes pas leur psychologue, vous n'êtes pas quelqu'un qui va réussir à le sauver, le changer. Non, ça n'existe pas. L'aider, oui, mais contrôler l'action de l'autre, non. Et pour le coup, j'ai pu le faire à de nombreuses reprises dans mes anciennes relations. Et c'est mauvais. Voilà. Donc, essayer de le faire ne mène qu'à la frustration et au stress. On a aussi les événements extérieurs. Les circonstances telles que la météo, l'économie, les catastrophes naturelles, etc., même la chance d'ailleurs, sont hors de notre portée.
et notre propre corps. Bien que nous puissions adopter des comportements sains, nous ne pouvons pas toujours empêcher la maladie ou le vieillissement. C'est comme ça, on est jeune dans la tête. Je vais vous donner quelques solutions à mettre en place, mettre en pratique et vous aider si ça vous intéresse. Donc en premier, avant de prendre une décision importante, prenez le temps de réfléchir à ses implications morales. Demandez-vous si cette décision est conforme à vos valeurs et si elle contribue au bien-être des autres autant qu'au vôtre. Confrontez vos peurs et engagez-vous dans des actions qui requièrent du courage. Qu'il s'agisse de défendre une opinion impopulaire, de prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs ou de persévérer face à l'adversité. Et oui, parce qu'être toujours neutre tout le temps, ce n'est pas forcément bon non plus. Ensuite, engagez-vous à être juste dans vos actions quotidiennes. Cela peut inclure des gestes simples comme écouter attentivement les autres, offrir de l'aide sans attendre en retour. Et oui, l'amour inconditionnel, ça passe par là aussi. Ou prendre position contre les injustices dans votre communauté. Pratiquez la tempérance en établissant des limites claires dans vos comportements, que ce soit dans l'alimentation, la consommation de biens, l'usage de la technologie, etc. Apprenez à apprécier la simplicité et à trouver du contentement dans ce que vous avez. Et oui, parce que l'être humain veut toujours plus. Donc forcément, qui dit toujours plus, dit n'être jamais satisfait de ce que l'on a. On peut combiner plusieurs techniques et lois, telles que la loi d'attraction par exemple, un affichage visuel. Donc si on veut placer un repère visuel, par exemple une photo de ce qu'on aimerait plus tard, c'est ce que je faisais, ou alors des post-it dans votre espace de travail ou un endroit visible chez vous. Cela peut être une simple note, une image qui vous rappelle la nature éphémère de la vie ou aussi la stimulation en ayant donc des images de vœux, comme je viens de vous en parler, de ce qu'on aimerait plus tard, ou je sais pas, vos projets de vie, de voyage, ou par exemple juste tous les matins vous réveillez avec un post-it devant le miroir ou les toilettes, je sais pas, en disant ça va être une bonne journée, je suis rayonnante, je suis bien, je suis belle, beau, etc. J'ai pris beaucoup de remarques sur le fait que j'ai un ego surdimensionné, surtout ces temps-ci. Oui, pour moi, alors je suis d'accord avec ça. L'ego, on entend par là aussi la reconnaissance, le besoin de plaire, le besoin d'être au centre de l'attention par rapport aux blessures passées, par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, le vécu, les parents, etc. Bref, les 5 blessures de l'âme, en gros. C'est vrai que pendant ma vipassana, d'ailleurs je vais en reparler tout à l'heure vite fait, mais pendant ma vipassana, j'ai pu voir à quel point l'humain était rempli d'ego. Et même moi d'ailleurs, rempli d'ego, parce que c'est toujours le moi. On attend que quelqu'un finisse une phrase avant de renchérir derrière, bref. Même si dans les débats, je fais de plus en plus attention de la manière dont je parle, du fait de mettre l'ego de côté, du fait d'être neutre au possible, mais surtout avoir un avis objectif et non pas subjectif. Oui, voilà, c'est ce que je fais de plus en plus. Je dis pas que j'ai la voix de la raison, je dis pas que j'ai toujours raison, non, j'ai souvent tort. J'aime bien me mettre face à des réalités qui sont difficiles à entendre, même si je réponds mal. Des fois, je réfléchis énormément, je me remets toujours en question. Je pense que ça, c'est important en tant qu'être humain de toujours se remettre en question pour évoluer. Donc, à chaque fois que vous voyez cette fameuse photo ou ce fameux mot, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous utilisez votre temps. Parce que les gens qui disent « j'ai pas le temps », c'est faux. Il faut prendre le temps. Oui, la méditation. Intégrez des méditations régulières sur la mortalité dans votre routine. Asseyez-vous tranquillement et réfléchissez à la nature temporaire de la vie, en vous concentrant sur l'importance de vivre de manière authentique et intentionnelle. Et là, du coup, je prends l'exemple de la Vipassana. 10 jours dans le silence,
c'est gratuit partout dans le monde. Pourquoi ce n'est pas plus connu que ça? Pourquoi dans le monde occidental on est trop pressé tout le temps? Pourquoi on est trop sur l'argent? Trop sur... Bien sûr que oui, c'est important de gagner de l'argent parce que l'argent fait le bonheur en énorme partie, parce qu'il permet une liberté financière, il permet une indépendance énorme. Mais pourquoi on ne prône pas assez juste la vipassana, le fait de réfléchir à nous-mêmes, couper du monde, couper de tout, couper de la parole, juste écouter le silence et ce qui nous apprend, parce que le cerveau va se canaliser sur différentes fréquences et donc va vous permettre d'y voir plus clair sur tout en fait. Voilà, c'était important pour moi de faire découvrir quand même la vipassana. Si vous ne connaissez pas ça, envoyez-moi un message ou alors j'ai fait une vidéo YouTube sur mon voyage au Népal et j'ai expliqué, et j'ai même un podcast d'ailleurs sur la vipassana, j'avais oublié. Bref, voilà, si vous avez des questions aussi n'hésitez pas, mais vipassana pour moi, très intéressant. Les lectures et les réflexions. Lisez des textes stoïciens et d'autres philosophies qui explorent la mortalité et la vie significative. Ben oui, parce qu'en fait, on n'a pas assez parlé de mortalité, mais prendre conscience de la véritable mort, que ce soit l'enveloppe physique ou que ce soit une mort définitive, peu importe vos croyances, il faut vous mettre face à la mort et dire que oui, tu vas mourir, je vais mourir, tout le monde va mourir. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment vivre une autre vie. Vraiment. J'ai pour le coup un rapport à la mort qui est assez particulier. Ça m'oppresse de moins en moins. Je le vois de plus en plus serein. J'ai de moins en moins peur de ma mort. J'aimerais vivre des expériences particulières, comme des expériences de mort imminente par exemple, ou des différents stades de conscience, des niveaux de conscience. J'aimerais énormément vivre ça, mais bon, ça arrivera si ça arrivera. Mais en tout cas, j'avais fait des classeurs. J'en ai jamais parlé, c'est vrai. Mais j'ai créé 2 classeurs. Un classeur sur tout ce qui est lié à l'humain et un classeur qui est lié au monde en général. Donc tout ce qui est, je sais pas, politique, énergie, religion, les lois universelles, plein de schémas différents, des médecines traditionnelles, les médecines conventionnelles, Covid 5G, si les gens passent par là, si vous savez ce que ça veut dire. Voilà, tout ça. Je pense que je parlerai dans un prochain podcast de mon rapport à la mort, mais en fait il est tellement complexe. Prenez des notes et réfléchissez à la manière dont ces idées peuvent influencer positivement vos choix et vos actions. Je ne répéterai jamais assez d'aller voyager, de rester seul, d'écrire, de faire un carnet de personnalité comme j'appelle ça d'ailleurs, d'échanger. J'ai jamais autant parlé à des gens et échangé sur des idées de pensée, sur des idéaux, aussi des philosophes, quand j'étais au Népal. Donc vraiment, voyager. J'ai un très gros projet de voyage en tête, mais pour l'instant, je n'en parle pas pour pas me porter l'œil. J'ai quand même quelques superstitions et croyances, donc voilà, je respecte ça. Bon, mais j'espère que j'ai réussi à vous faire un court résumé et à vous aider dans votre démarche et compréhension. Si vous voulez me soutenir ou me donner votre avis, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre dans mes aventures en Australie et réflexions personnelles partout dans le monde. Sur ce, je vous dis bonne journée et douce nuit.